je crois que tu as également un diplôme de journaliste à l'IFP. Oui. Et bien sûr, beaucoup d'entre nous te connaissent pour notamment ta carrière à Air France, où tu avais la direction des énergies nouvelles et du climat dans notre grande compagnie nationale. Tu as ensuite quitté Air France pour rejoindre la DGAC et enfin donc prendre la tête de cet observatoire de l'aviation durable qui a été créé juste avant ton arrivée à cette organisation. Et bien sûr, on est très heureux d'une part de t'avoir avec nous pour cette conférence du GIACRE et d'en connaître un peu plus sur l'Observatoire depuis sa création et l'ensemble des projets que tu gères avec l'Observatoire. Donc tu as la parole, Sandra, et merci encore pour cette conférence. Merci beaucoup, Marc, et merci beaucoup, Yves, pour me donner cette opportunité de pouvoir partager quelques éléments de mon sujet et de ma passion avec le GIACRE. Je suis surtout très honorée et même un peu intimidée, je dois dire, de présenter devant des personnes de haute connaissance avec une telle expérience ce sujet. Et donc, voilà, vous verrez, je suis une personne qui suis assez passionnée par mon sujet, mais évidemment, je reste très modeste sur tout ce que vous allez voir, puisque en fait, vous êtes probablement parfois plus spécialiste que moi sur certains des sujets que je vais aborder aujourd'hui. Voilà, donc merci Marc pour ta présentation, merci pour ton accueil. En effet, moi j'ai un format de carrière, de parcours un peu particulier puisque j'ai fait du privé et du public, ce qui aujourd'hui m'apporte beaucoup, c'est-à-dire une forme de complémentarité dans le regard. Et c'est également ce que je vais essayer de partager aujourd'hui autour de la présentation de cet observatoire, donc l'observatoire de l'aviation durable. Alors Marc, tu vas reconnaître un certain nombre de choses parce que il faut rendre à César ce qui est à César. L'Observatoire de l'aviation durable, il a été initié et créé par un certain nombre de personnes dont tu fais partie. Et donc, tu verras les 2 premiers slides sont des slides que tu connais, puisque sur les slides que j'ai repris volontairement pour montrer l'évolution de l'Observatoire, d'où on est parti, pourquoi on a voulu donc mettre en place cet observatoire. Donc, des éléments de contexte dans un premier temps qui nous amènent à évoquer le fait que le transport aérien s'est trouvé autour des années 2020 à une croisée des chemins après une crise Covid qui avait cloué au sol l'ensemble des avions et donc arrêté, comme l'ensemble de l'activité économique, l'ensemble des opérations majoritairement, mais qui avait aussi permis de voir à quel point l'aviation pouvait, dans certains cas, notamment dans les graves crises sanitaires, être particulièrement utile avec, j'aime toujours faire cette petite mention en commençant ma présentation, le transport de masques et également de vaccins qui a été rendu possible grâce à l'aviation cargo. Alors, pour revenir sur l'Observatoire de l'aviation durable, commençons peut-être donc par redonner des éléments de contexte autour de ces années 2020-2021 où on est face à un certain nombre d'expressions, de narratifs de jeunes générations ou d'acteurs de la société qui en fait se renforcent autour de l'aviation et notamment autour de la décarbonation. Donc on a des attentes sociétales qui sont très fortes et qui le sont de plus en plus. On a en parallèle de ces attentes sociétales des textes restructurants qui arrivent, donc la loi climat et résilience, qui va impacter directement les opérateurs, puisqu'on a la mise en place on va dire de l'intermodalité et du remplacement de l'avion par le train sur certaines lignes, sous certaines conditions, notamment de temps. On a au niveau européen le paquet Fit for 55 avec ReFuelEU, l'ETS, la directive de taxation énergie AFIR qui se structure et qui se met en place à ce moment-là. Et puis en parallèle, une stratégie française pour l'énergie et le climat qui va de manière transversale également impacter fortement la réglementation et les textes de cette début donc 2020-21. On continue à avoir une connaissance de plus en plus poussée des leviers de décarbonation, à la fois donc des technologies, des énergies,
notamment des biocarburants, se mettent en place des politiques de compensation carbone et se mettent en place également des réflexions de plus en plus poussées sur les mesures de la demande, que ça soit avec une offre d'intermodalité, de la tarification ou de la sobriété qu'on voit se renforcer en termes de demande autour de 2021-2022. Voilà, donc je voulais essentiellement reprendre cette partie-là pour redonner donc des éléments de contexte et vous rappeler également qui, à l'origine de l'Observatoire, qui a initié cette initiative. On voit que c'est un collège de représentants avec des membres fondateurs qui sont représentés par des grandes entreprises, dont Airbus, Safran, Thales, quelques opérateurs, Air France, ADP, mais également des administrations, des agences, des fédérations, donc on voit des fédérations également notamment européennes, des académies, donc on voit une source de connaissances venant de la recherche, avec notamment l'ONERA, l'Académie de l'air et de l'espace, l'IFPEN, et puis des ONG qui amènent donc un regard complémentaire. On peut citer Transport Environnement, The Shift Project ou ISCA par exemple. Quelques parlementaires également qui sont engagés à ce moment-là dans la réflexion pour faire aboutir le projet, et puis des fédérations et des écoles, bien sûr, sans oublier l'ENAC et l'ENAC Alumni, bien sûr. Donc à ce moment-là, on a cette réflexion qui est portée par ses membres fondateurs, un comité d'experts de haut niveau qui est envisagé donc d'être construit et un secrétariat qui est tenu par la Direction générale de l'aviation civile et notamment par Kevin Guittet, qui est sous-directeur à l'époque des études statistiques et prospectives et qui aujourd'hui est le sous-directeur du développement durable à la DGAC. Alors, je dirais que dans ce contexte général, ce qu'on peut voir, c'est vraiment une thématique d'accélération, hein. On a dit qu'il y avait une transformation, mais c'est surtout une accélération. Donc on vient de parler des textes, il y a une accélération des textes. On a le LTAC qui est en train de se mettre en place, une accélération des réglementations, on vient de le mentionner, que ce soit international, européen, national. Une accélération des prises de position de l'industrie, hein, le secteur travaille et publie sa feuille de route. Je rappelle que la loi Climat et Résilience impose dans son article 301 au secteur donc de rédiger sa feuille de route et de la publier dans l'année, ce qui va donner lieu à des travaux très construits en collaboration avec l'industrie, notamment le GIFAS, l'ensemble des acteurs de l'industrie et la DGAC. Petite parenthèse sur cette rédaction de cette feuille de route, elle va être très structurante puisqu'elle va en fait engager l'ensemble de l'écosystème et notamment les acteurs qui avaient à l'origine été à l'idée du concept de l'observatoire. Elle va les engager dans la rédaction de cette feuille de route. Il va y avoir une 50aine de réunions. Il va y avoir 3 codires. La feuille de route sera publiée en début de l'année 2023. Et elle va être assez structurante pour l'Observatoire puisque finalement, dans la mesure où cette feuille de route avait été écrite en 2021-22, enfin 2022, pardon, il a été assez rapidement repensé le format de l'Observatoire. C'est-à-dire que ces travaux qui devaient être initiés dans le cadre de l'Observatoire ont été de manière plus formelle dans le cadre de l'article 301 et ont permis cette écriture d'une feuille de route avec notamment les conditions de succès de mise en place des différents leviers de décarbonation qui sont extrêmement intéressants également à regarder. On a parlé tout à l'heure rapidement de l'accélération des attentes sociétales. Avec, je crois qu'il faut quand même bien le mentionner, une méconnaissance de l'impact du transport aérien sur le climat, des attentes fortes donc des concitoyens. On va évoquer essentiellement, moi j'ai envie de citer les jeunes générations, bien sûr, mais aussi les médias, hein. On voit que les médias rapportent un certain nombre de données erronées avec des opinions qui ne s'appuient pas toujours sur des données scientifiques. Et puis, un point qui est important, c'est qu'à partir des années 2020-2021, on a une multiplicité d'études. On voit apparaître des publications multiples de nombreux acteurs. Et donc, ces publications, que ce soit des ONG, que ce soit des fédérations, que ce soit des grands acteurs industriels, que ce soit du secteur en lui-même, elles amènent une véritable complexité parce qu'elles sont multiples, bien sûr, mais surtout, elles ont des temporalités
différentes, elles ont des périmètres différents et même si au final, elles apportent toutes un regard extrêmement intéressant avec, des opinions qui peuvent être, divergentes, elles sont compliquées à comparer et à appréhender parce que justement, elles n'ont pas ces mêmes périmètres et ces mêmes temporalités. Et donc sur cette base-là, on a, essayé de repenser en fait un autre format, en tout cas d'affiner le format, pour l'observatoire et le format qui a été donc, envisagé à ce moment-là est de mettre en place un site internet, qui permettrait, de rédiger voilà, d'avoir en fait à disposition un certain nombre de données. Alors, la raison d'être, du coup, elle s'est réorganisée autour de 2 thèmes. Bah, donc, organiser cette fameuse compréhension du débat, hein, qui avait été aussi, à l'origine de l'observatoire. Répondre à cette triple accélération qu'on vient d'évoquer, hein, réglementation, publication et puis attente sociétale. Avoir l'ambition d'éclairer, l'impact du transport aérien sur le réchauffement climatique par une base d'informations, et un jeu d'hypothèses documentées, avec une vision inclusive, je vais revenir dessus tout à l'heure. Et puis soutenir l'innovation, ça c'est un point qui s'est rajouté, mais qui a pris une part importante dans le rôle de l'observatoire. Soutenir l'innovation en matière de décarbonation et notamment les réalisations opérationnelles des acteurs du secteur, heu, peut-être avec un focus particulier autour, du tissu PME, start-up, autour de ces grands groupes qui amènent des briques, d'innovation, des briques de technologie qui vont, jouer un phénomène d'accélération, sur les solutions. Donc le format, c'est un site, donc un espace digital ouvert à tous et accessible depuis le site web de la DGSC et le 2e format, si je peux dire, le 2e pilier, c'est un cycle de rencontres territoriales qui se met en place, qui vise en fait à identifier dans les régions, en province, les acteurs qui vont, accompagner en fait la décarbonation à travers une solution, à travers une brique technologique et qui, notamment, sont portés par, des jeunes générations. Voilà et l'idée, c'est aussi d'arriver à les mettre en visibilité, donc accompagnés souvent par un déplacement avec un média choisi par, la start-up, que ce soit un média économique, un média, plus, sectoriel ou un média qui s'adresse aux jeunes générations et organiser donc autour de cette rencontre un certain nombre de mises en visibilité, des échanges, pour donc, cibler, nos jeunes générations et les les acteurs innovants. Alors, on va revenir sur donc l'espace digital. L'espace digital concrètement, donc c'est pas un site web, autonome, c'est pas une application, c'est une page qui se rattache à la page de la DGAC. Elle comporte un certain nombre d'études et de rapports et l'idée c'était vraiment d'amener une pluralité au niveau des sources. C'est-à-dire d'amener à la fois une vision des publications des acteurs du secteur, donc on va retrouver les grands acteurs du secteur, mais également, y intégrer une vision peut-être plus inclusive, pour, montrer, l'étendue du champ des incertitudes, à savoir, des publications venant d'organisations non gouvernementales, heu, des publications venant également de fondations ou de think tanks ou de fédérations, qui peuvent amener un éclairage complémentaire. En termes de méthodologie, ce qui a été décidé, c'est de prendre des études relativement récentes, donc ne pas prendre des études, antérieures à 2020, puisqu'il y a eu beaucoup de publications en 2020, 2021, 2022. De s'assurer que dans la présentation de ces publications, elles soient bien sourcées, datées, qu'on puisse avoir un petit résumé exécutif ou un petit pitch qui permette d'aller tout de suite identifier la thématique et puis, de s'assurer de garantir une forme d'inclusivité dans, les contenus, pour justement apporter, une vision, complémentaire.
Donc c'est une mise à disposition, hein, ce n'est pas la DGAC qui rédige des choses, c'est la mise à DGAC qui met en visibilité, met à disposition des connaissances de manière organisée, de manière sourcée, datée, avec une cible qui est un écosystème assez élargi, hein. On a fait une traçabilité un peu des connexions. On est surtout sur des incubateurs, des écoles, des médias, quelques acteurs de l'industrie, les régions également sont intéressées, et puis des fédérations qui nous contactent pour justement avoir en un lieu en un lieu défini, un certain nombre de connaissances et de contenus. Alors, l'idée, c'est vraiment d'arriver à garantir l'accès à des visions, des versions qui sont récentes. Donc, ce qu'on retrouve sur l'Observatoire, c'est un lien qui envoie vers un site et ou sur lequel se trouve la publication, hein. C'est-à-dire que la publication n'est pas en elle-même détachée sur le site, mais on a bien un lien, ce qui permet d'avoir en fait, les versions les plus récentes. L'idée, c'est aussi de garantir qu'il y ait des nouvelles publications, donc on en a rajouté en 2024-2025, et puis de garantir un équilibre des sources, hein, en restant évidemment sur des visions constructives. Alors, bon là, c'est le format que ça prend, hein, c'était juste pour vous montrer sur une page, voilà, on tape, c'est plutôt bien référencé. On a quelques éléments de contexte et puis ensuite on va avoir, les différents, des thématiques. On a classé ça par thématique, donc on a mis, également les grands leviers de la décarbonation, les scénarios, les leviers et une page actualité qu'on a rajoutée récemment. Alors, on a élargi en 2025, hein, comment le site évolue. Il a été construit comme ça et puis fin 2024, on a réfléchi à mettre à disposition en plus maintenant des fiches pédagogiques qui seraient rédigées par des acteurs de la DGAC, sur, des grands thèmes. Alors on a les effets non CO2, on a les carburants d'émission durable, on a le budget carbone. Le sujet, c'est qu'il est compliqué, d'être original et synthétique sur ces sujets et que pour autant, il est nécessaire d'arriver à avoir, je dirais des fiches qui permettent d'avoir un état donné, un état, de l'art, d'un sujet à un moment donné. Donc c'est une photo, hein, de ce que l'on sait à un moment donné. Alors on travaille, comment? Ce sont les acteurs, par exemple pour les effets non CO2, c'est un docteur, qui venait de l'ONERA, spécialisé sur les effets non CO2 qui au sein de la sous-direction environnement qui a rédigé une partie de la fiche. On a travaillé avec la chaire Climaviation, du CORAC, pour faire relire, nos données, vérifier. Donc on a une forme de transversalité, tout en n'ouvrant pas non plus de manière complètement large, la relecture de ces fiches à ce stade. Et elles n'ont pas encore été publiées, c'est un projet. Donc on est en cours de réflexion sur le format qu'elles doivent prendre et notamment sur, le niveau, de détail parce qu'on est arrivé à des documents de 5-6 pages qui sont vraiment de bonne qualité, mais ça nous paraît, finalement, trop long pour, un format OAD. Donc on est en train de réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on pourrait, proposer d'intermédiaire. Alors on a mené des actions ciblées pour faire connaître le site, et notamment auprès des écoles d'ingénieurs pour, les hackathons, ce genre de choses. Donc on a travaillé avec l'ENAC, on a travaillé avec l'ESTACA, avec l'IPSA, avec certaines universités. On participe au module, écologique, c'est-à-dire qu'on le conçoit avec les équipes de l'UTA, de l'Université de transport aérien. Donc on conçoit les contenus, on fait souvent les médiateurs et on anime les tables rondes depuis 2 ans également pour, se faire connaître et faire connaître, l'outil que l'on met à disposition. Et puis on a aussi élargi la diffusion dans l'écosystème d'innovation, du site, de la connaissance du site. Comment? En collaborant avec la BPI notamment, afin de diffuser un peu les missions de l'observatoire et pour ça on participe à beaucoup de tables rondes, avec eux, grâce à eux, pour se faire connaître et pour faire connaître, cet outil. On a également contribué au programme je reviendrai tout à l'heure dessus, Propulse 3, qui est un programme, d'innovation porté par l'Agence d'innovation dans les transports. En fait, on va garantir que dans ces lauréats, choisis chaque année, en étant nous-mêmes, jury, l'OAD est jury, on s'assure qu'il y ait bien des lauréats, qui, répondent aux enjeux de l'aviation, puisque l'AIT
est l'agence qui est transsectorielle et donc qui va traiter aussi bien du maritime, du routier, du ferroviaire. Et donc nous, on s'assure qu'avec l'AIT, il y a bien des acteurs. On a par exemple identifié Estuaire il y a maintenant 2 ans, qui était Propulse 2 et qui aujourd'hui est une start-up qui fonctionne bien. Et puis on va également travailler avec le GIFAS et notamment avec le Club Starter pour partager donc la connaissance que l'on peut avoir. Alors, on a essayé de regarder un petit peu comment on avait évolué la représentation des sources, notamment sur le site. Et on a essayé d'être un peu plus équilibré. Donc ça, c'est une photo du site il y a 5 mois. Il y a 1 ou 2 modifications, mais très légères en fait du nombre d'études. Et on voit qu'il s'est relativement équilibré. Donc on va avoir on peut considérer qu'il y a une vision inclusive. Donc on est capable de retrouver sur le site des positions différentes. Alors le deuxième pilier de l'observatoire, c'est ces fameuses rencontres territoriales de la décarbonation, dont l'idée revient en fait au directeur général de l'aviation civile actuel, Damien Cazé, qui a souhaité en fait pouvoir se rendre en région et aller à la rencontre à la fois des jeunes générations, mais aussi donc des PME, des startups. Ça peut être aussi des coopératives agricoles, hein, on va revenir dessus. Toute ce socle, en fait, cet écosystème qui va travailler dans l'innovation et d'aller les rencontrer et de les mettre en visibilité. Alors là, je vous ai mis quelques exemples de choses que nous avons faites. Les thématiques sont assez variées. On essaye évidemment d'équilibrer plusieurs choses, à la fois les régions dans lesquelles on se rend. Alors, c'est pas toujours simple parce qu'évidemment, avec la région Occitanie qui regroupe tellement d'acteurs innovants et voilà, on a une telle concentration, ébullition en Occitanie, on essaye toujours d'essayer d'équilibrer, mais voilà, c'est pas toujours facile. Alors on a du soutien à l'innovation, donc notamment sur le big data et l'IA. Notre première rencontre territoriale, j'ai toujours beaucoup de plaisir à le dire parce que c'est une start-up que j'adore. Nous sommes allés chez un ancien d'ailleurs de l'ENAC, chez Alexandre Ferré qui a créé Open Airlines, une start-up qui propose donc un outil qui permet d'agir sur la décarbonation, notamment à travers un logiciel SkyBreeze qui va réduire les consommations de carburant. Ce qui est fortement intéressant, c'est qu'on est sur des startups qui ne sont pas sur des TRL très bas. On est sur des startups qui ont déjà une commercialisation hein, de leurs produits. On n'est pas sur des POC. On est vraiment sur des acteurs qui sont déjà des acteurs économiques et qui vont avoir un rôle aussi bien dans les régions, mais aussi en interface avec les écoles. C'est-à-dire qu'elles vont être capables de drainer de l'emploi et de créer de la productivité. On a fait une opération intéressante sur les SAF. Je dirais que malheureusement, c'est la seule parce qu'on a plus de mal à trouver, des acteurs émergents au niveau des conditions que requiert l'OAD pour ces rencontres territoriales sur la thématique des SAF. Mais on a eu, en fait alors, l'idée est intéressante. Il s'est trouvé qu'on a en fait, on essaie de connecter toujours ces rencontres avec des thématiques en lien avec l'actualité. Il s'est trouvé que la France avait déposé au niveau de la représentation française, au niveau de Bruxelles, une demande d'intégration d'une plante qu'on appelle la cameline, une petite plante qui est la famille de la moutarde, du colza, mais qui est une plante spécifique parce qu'elle se plante en intersaison. C'est-à-dire qu'elle va être considérée comme durable dans le cadre de la directive des énergies renouvelables, notamment la RED 3. Elle va être considérée comme étant potentiellement éligible aux biomasses permettant de faire des biocarburants dans le cadre de la technologie d'hydrotraitement des huiles, donc des EFA. Et l'idée, c'était de voir si ça pouvait marcher en France. Et on a fait le test sur 2 grands terrains avec un acteur, Avril, un acteur de l'agriculture. Et c'était fort intéressant. On a vu en effet que sur un terrain d'orge, ça ne fonctionnait pas, mais que sur un terrain de blé, ça fonctionnait très bien. Et on a amené avec nous Bruno Trévidic, donc ça a permis aussi la mise en visibilité et notamment de donner écho à ce que la France portait comme solution. À l'époque, c'était pas encore validé et ça l'a été quelques mois plus tard. Alors
probablement pas à cause de ça, mais si ça a pu mettre en visibilité cette opportunité, tant mieux. Et donc l'intérêt aussi de cette rencontre, c'est que cette ferme qui testait donc ces biomasses, ces graines de cameline, était actuellement reprise par la jeune fille de la ferme qui avait 20 ans et qui sortait d'un lycée agricole. Et là aussi, il y avait toute une réflexion à porter sur finalement pourquoi elle faisait ça, pourquoi elle s'engageait. Et elle s'engageait aussi parce qu'elle aimait voyager et qu'elle croyait en l'aviation durable. Et donc, elle essayait d'apporter sa pierre à l'édifice en travaillant cette nouvelle production. Et puis, vous voyez sur le côté, on a là une start-up alors assez différente qui travaillait sur la masse embarquée explicite et qui a conçu les sièges au monde les plus légers. Donc là, évidemment, on va également être sur du gain en kérosène et donc en CO2. Donc ça peut être des choses extrêmement variées, des régions variées. L'idée, c'est vraiment d'aller mettre en visibilité l'innovation, mettre en visibilité des régions, montrer comment l'écosystème va créer de la valeur, va créer des emplois, donc toutes les externalités positives, et puis mettre mettre en visibilité un débat avec des jeunes générations auprès de médias. Là, c'est pour montrer un petit peu les 9 rencontres territoriales que on a faites à ce jour. Heu, j'ai essayé de les classer par thème pour voir si justement on était relativement équilibré ou pas. On voit qu'on a du mal à trouver des choses sur les énergies, hein, sur les SAF. Peut-être qu'avec voilà, les maturités d'époque, on va passer de sociétés qui vont commencer avec des constructions d'usines d'e-fuel. Là, on va avoir un certain nombre peut-être de candidats, mais à ce stade, on n'avait vraiment pas complètement trouvé l'acteur idéal à les rencontrer. Donc on s'est concentré sur plutôt les ruptures technologiques, notamment, tout ce qui était, alors bon, là, je vous les ai mis, on va revenir dessus rapidement, mais on pouvait avoir de la motorisation technologie hybride électrique, on pouvait avoir, de la modélisation également de réduction de consommation. Là, on est sur Open Airlines, explicite les sièges très légers. Le groupe Europe Handling, on va être sur de l'électrification, donc sur les opérations sol. Électrification des touchés. Avril, donc c'est la cameline, les SAF. Et puis notre toute première visite, on l'a faite à l'ONERA, puisque l'ONERA nous accompagne également comme un acteur de recherche. Et c'était le lancement officiel de l'observatoire. Nos dernières visites se sont concentrées sur des acteurs d'aviation légère. Nous sommes allés rencontrer, le dernier c'est Elixir Aircraft, que nous avons rencontré à Friedrichshafen, extrêmement intéressant en termes de potentiel, et qui venait de signer, ça aussi c'est très intéressant, une première commande d'avion école pour, je crois, la Grèce. Donc on a des acteurs qui sont déjà capables de porter une forme d'excellence française autour de l'innovation et qui commencent à exporter. Open Airline exporte, Explicit exporte. Voilà, on est sur vraiment des acteurs qui vont qui vont porter l'image de la France aussi. Alors, ces rencontres territoriales, donc elles ont un certain nombre de critères. Pour être identifiées, il faut, alors en fait, on a choisi de ne pas aller voir les grands groupes parce que les grands groupes ont, en général des services de communication extrêmement performants et savent partager, leur évolution technologique et savent en fait, les faire connaître, aussi bien du grand public, que, des acteurs des médias. C'est moins le cas pour des petits acteurs qui ne sont pas toujours staffés pour ça et qui pour autant apportent réellement une vraie valeur ajoutée à l'ensemble de la filière. Alors, pour pouvoir être identifiés, ce que nous recherchons, c'est des acteurs qui ont des solutions opérationnelles immédiates, hein. On ne va pas prendre des TRL trop bas ou des réflexions. Contrairement au programme Propulse de l'Agence de l'innovation des transports, il faut qu'il y ait une temporalité qui soit courte. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit visible des concitoyens. Il faut que on arrive à réconcilier cet engagement finalement à long terme, qu'ont pris l'ensemble des États, mais qu'ont également repris les acteurs du secteur et l'industrie, qui est le LTAG, c'est-à-dire le net zéro à 2050, avec une réalité opérationnelle immédiate. On est souvent sollicité dans les écoles par des jeunes qui nous disent: «Mais c'est très bien, 2050, c'est formidable, mais maintenant vous faites quoi
pour maintenant, pour 2030, pour 2035? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous montre que vous êtes déjà sur le chemin de la décarbonation? Alors, donc l'idée, c'est d'arriver donc à choisir des acteurs qui ont une temporalité courte, donc qui sont donc déjà dans la commercialisation, enfin dans l'exportation, et qui sont déjà visibles, hein, qui sont déjà visibles de nos concitoyens. Et la plupart d'ailleurs seront présents au Bourget. Euh, Évidemment, des acteurs qui soutiennent le leadership de la filière française en matière d'innovation, avec donc ce plan média qu'on construit, qu'on co-construit avec la start-up, qui peut être un plan média, alors soit réseaux sociaux quand on s'adresse aux jeunes avec un influenceur, qui peut être plus traditionnel avec la Tribune, les Échos, Le Monde, ou qui peut être, on a fait également des travaux avec Sciences et Vie Junior, voilà, donc en fonction de la cible que l'on va avoir pour faire connaître, faire valoriser, mettre en évidence. C'est une cible qui va donc être co-choisie avec donc la start-up ou la PME. L'idée, c'est évidemment que ça accompagne des politiques publiques également. Comment? En rendant visibles les initiatives et puis des solutions concrètes. Là, je vous ai évoqué tout à l'heure l'inclusion des cultures intermédiaires dans la RED 3, on est typiquement dans ce cas-là. Et puis visible des jeunes générations, donc on va utiliser Instagram, on va utiliser, là on est en train de regarder ce qu'on peut également utiliser sur d'autres réseaux sociaux avec d'autres influenceurs pour utiliser aussi les outils et les réseaux qu'utilisent les jeunes générations. Bon, je vous ai mis rapidement quelques acteurs donc visités, hein, je vous les recite: Open Airline en Occitanie, une coopérative agricole dans l'Eure, Explicite donc en Île-de-France, Ascendance en Occitanie, le groupe Europe Handling dans le Val d'Oise, Aura Aero en Occitanie, Turbotech, je sais plus, c'est Toul-sur-le-Noble, je sais plus le département, enfin en région parisienne, on va dire, et Elixir Aircraft à La Rochelle, même si nous les avons rencontrés donc dans le cadre du salon Friedrichshafen. L'enjeu maintenant, c'est quoi? Ça va être d'arriver à identifier des nouveaux acteurs qui correspondent toujours à ces critères. Donc, évidemment, au début, on a les premières listes, c'est facile, mais d'arriver à garantir cet équilibre. Cet équilibre entre les régions, entre les leviers de décarbonation qu'on veut mettre en visibilité à chaque fois, et puis arriver à diversifier aussi l'angle de communication, hein, c'est ce que je disais, tout en gardant un lien très fort avec le secteur. Le troisième pilier, mais qui se retrouve finalement dans les actions des 2 premiers axes, c'est de mettre en visibilité l'innovation et le leadership français. Alors là, on va être plus sur des actions un petit peu plus, on va dire de relations publiques ou d'influence. On va vraiment essayer de se connecter avec l'écosystème pour vraiment, faire valoir et montrer ce que font l'ensemble des acteurs. Et pour ça, on essaie d'être présent sur les grands événements, que ce soit le Paris Air Forum, le salon du Bourget, des conférences de l'industrie sur la décarbonation. Voilà, on essaye d'être présent pour partager l'effort et notamment la dynamique dans laquelle est rentré le secteur aéronautique pour cette 4e grande révolution qui est sa transition énergétique. Alors, c'est pas simple parce que, vous n'êtes pas sans savoir que quand on regarde un peu une boussole des sujets dominants, on est passé de l'avion vert, en voiture, en voilà, à la souveraineté, nationale, énergétique et la défense et l'IA, ce qui est, tout à fait légitime, mais qui nécessite un point d'attention pour l'observatoire puisque, l'observatoire s'inscrit dans la durée et on voudrait éviter l'effet de mode. C'est-à-dire que dans cette période où on parle un petit peu moins d'avions verts, il nous paraît absolument essentiel de continuer à porter l'importance pour le secteur de se décarboner et de ne pas opposer la décarbonation avec d'autres angles d'approche qui pourraient être, voilà, parlait des grands sujets qui touchent aujourd'hui l'aéro, c'est donc davantage la souveraineté, la défense, la cyber. Amener en fait une complémentarité finalement entre ces thèmes plutôt que de les opposer, pour s'assurer notamment que les financements, que ce soit le CORAC ou ailleurs, puissent perdurer, car on est vraiment à chaque fois sur les investissements de long terme, notamment sur les technologies. Alors, on s'est mis en interface également beaucoup plus forte avec l'Agence d'investissement des transports pour un peu mettre le pied dans la porte, parce que c'est une agence qui faisait des choses intéressantes, mais qui ne parlait pas beaucoup d'aérien.
Et donc, on s'est mis à être présent dans leur comm-op pour vraiment voilà, essayer de bien être présent dans tous les événements et puis attirer quelques startups, faire émerger comme ça quelques pépites qui vont ensuite porter et travailler. Alors souvent, hein, on voit bien que les grands groupes mettent, je parlais tout à l'heure de Estuaire, on voit que Safran a investi 1,8 million. Il y en a d'autres où on a Airbus qui investit. Donc voilà, on voit que finalement, la connexion avec les grands groupes se refait assez rapidement, mais il est bien sûr nécessaire de les mettre en visibilité. Et puis, l'interface avec la BPI, avec les incubateurs également s'est renforcée. On intervient beaucoup plus en amont que précédemment. Bon, là, c'est un slide qui permet de voir en fait comment on travaille au niveau de nos partenariats, avec l'IT notamment. Alors pour résumer, donc je pense qu'il faut peut-être dire qu'il y a une ambition qui est réaffirmée pour l'OAD. On est parti d'un projet qui a été le socle et qui est le socle toujours de l'observatoire, qui est d'objectiver l'impact transport aérien sur le réchauffement climatique, en présentant cette base d'informations et puis ces jeux d'hypothèses qui sont donc documentés. On a peut-être renforcé la thématique d'innovation durable et notamment l'interface avec les régions. Et puis on continue à accentuer les perspectives donc de mise en visibilité des actions de la France au niveau des situations mondiales et européennes. Et c'est pour ça qu'on va également maintenant dans les salons à l'étranger. C'est aussi ce qui explique notre présence à Friedrichshafen, c'est de faire savoir ce que la France fait à travers cet observatoire. Alors cet observatoire, il est bien sûr complémentaire à beaucoup d'autres observatoires, mais il a sa cible, il a son format et je dirais que c'est voilà, il amène quelque chose de complémentaire, en toute modestie. Et il va donc toujours agir sur ces 3 piliers, l'espace digital, les rencontres et puis, la valorisation justement du savoir-faire français en termes, d'innovation aéronautique. Alors la gouvernance, bah, c'est très agile, hein, pour pas dire c'est très simplifié par rapport à ce qui était, précédemment prévu. Les ressources sont très limitées. L'observatoire, il est présidé aujourd'hui par Damien Cazé. Il y a un secrétariat général qui pilote le plan d'action avec les parties prenantes, parce qu'évidemment, c'est surtout les parties prenantes qui amènent la création de valeur. Et donc, le secrétariat général, voilà, si on est 2, hein, il y a moi et puis parfois il y a soit un CDD ou un stagiaire. Donc, on est vraiment dans une forme d'agilité complète. Et un point très important que je n'ai pas mentionné en introduction, mais que je rappelle en conclusion, c'est que l'observatoire ne fait pas de politique publique. C'est-à-dire que l'observatoire ne va pas agir sur les réglementations. Il y a une équipe spécifique, je travaille avec bien sûr pour avoir l'état de l'art de la connaissance, mais volontairement, il n'y a pas de politique publique portée par l'observatoire. C'est aussi ce qui lui donne cette forme de liberté de parole et de ton. Et c'est ce qui lui permet d'être présent dans les grands événements, dans les médias, alors que pour la réglementation, souvent on va rester plus en retrait. Voilà. Je dirais que l'ambition à venir, elle est peut-être d'aller chercher des acteurs en soutien dans les différentes sphères ministérielles. C'est-à-dire que l'étape d'après, 2025-2026, ça va être de faire connaître l'OAD auprès d'acteurs qui vont être dans les RIM, c'est-à-dire qui vont être finalement dans les sessions d'arbitrage interministériel, d'aller éventuellement aussi au Sénat, d'aller à l'Assemblée, voilà, pour faire connaître à la fois ce service, cette mise à disposition ouvert à tous, hein, bien sûr, de ce site, de faire connaître l'engagement de la DGAC et surtout de faire connaître toutes ces innovations que le secteur porte et qui sont certes relayées dans plusieurs endroits, mais qui sont de manière un peu regroupées dans le site de l'Observatoire. Voilà, j'ai voulu résumer ce que nous avions fait, montrer d'où on partait, qu'on était vraiment parti d'une idée qui venait, et je remercie encore Marc et l'ensemble des acteurs aujourd'hui présents qui ont été à l'initiative de cet observatoire. Et puis essayer de montrer ce qui nous a amené, ce qui nous a aussi obligés parfois à le faire évoluer dans son format, tout en gardant bien sûr l'esprit qui est d'objectiver, partager de la connaissance et de valoriser le secteur.
Merci beaucoup, Sandra. Ta présentation était extrêmement claire et intéressante. Je trouve que l'approche de l'Observatoire est très effectivement complémentaire de ce qui existe déjà, à la fois sur l'aspect territorial et sur l'aspect innovation. J'en ai profité pour jeter un petit coup d'œil à votre site, effectivement très, très diversifié, très, très, très bien fait. Sans doute pas assez connu, hein. Je crois qu'effectivement, c'est un vrai sujet. Je pense que ce site, dans la profession et en dehors, est sans doute pas assez connu, et que effectivement j'y ai vu ce que tu as présenté, mais beaucoup d'informations diverses et variées, et une très bonne représentation de l'ensemble des acteurs qui s'intéressent à cette fameuse décarbonation. Moi, j'ai peut-être une première question pour lancer le débat. Au cours de ces dernières années, j'ai vu qu'il faisait partie d'ailleurs, hein, des éléments fournis par l'Observatoire. On a eu des discussions parfois difficiles avec des interlocuteurs chez les jeunes, comme le Shift Project. Donc, j'aimerais avoir ton sentiment. Est-ce que les choses évoluent? Est-ce que ce que tu fais, ce que vous faites au sein de l'Observatoire aide à avoir un dialogue plus ouvert, plus serein avec les jeunes, peut-être un peu moins dogmatique, plus technique? Et tes conseils aussi sur la manière d'aborder, puisque tu as beaucoup insisté sur la jeune génération, comment effectivement on peut Oui, les je crois que amener à un c'est... dialogue constructif. Hmm, Le fait effectivement de montrer des éléments de court terme, l'accès hmm. aux petites et moyennes entreprises, certainement très intéressant. Est-ce que tu as un premier retour d'expérience sur tes activités, la relation avec les jeunes en particulier? Alors oui, merci Marc, parce que c'est en effet un point extrêmement intéressant. Alors, c'est toujours difficile, on a essayé de réfléchir à des KPIs, mais on n'a pas encore trouvé complètement le pilotage qui conviendrait pour avoir une mesure très précise. Ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que les jeunes générations que l'on rencontre, elles ont toutes envie de voyager et de prendre l'avion. Elles ont envie de prendre l'avion. Il y a un aspect assez contradictoire parce qu'elles ont envie de prendre l'avion, mais il y a une forme de culpabilité. Donc elles ont besoin, c'est-à-dire que ce n'est pas le transport en avion qui est remis en cause, c'est notre capacité à nous, écosystèmes, à nous mobiliser pour arriver à accélérer la mise en place de cette grande révolution qui est donc la transition énergétique du secteur pour arriver donc à un secteur décarboné. Donc on voit que l'envie de voyager est réelle. Ça, c'est quand même très important parce que c'était la première étape. Est-ce que finalement, ces réflexions des jeunes générations, est-ce qu'elles allaient limiter l'envie de voyager ou pas? On voit que non. On voit que les jeunes aujourd'hui, notamment quand on regarde les études de la chaire Pégase de Paul Chambaretto, on voit qu'il y a toujours cette envie de voyager. Il y a une exigence qui est complémentaire, il y a un besoin chez les jeunes d'avoir un rapport au voyage très digital, donc ça c'est un point spécifique, mais également d'avoir une connaissance, de, la décarbonation engagée par l'acteur choisi, hein. Donc, est-ce qu'il y a un usage de SAF, par exemple? Alors sans pour autant être des spécialistes. C'est-à-dire on voit parfois des questions un peu naïves. Pour autant, il y a des questionnements qui sont, pertinents sur, heu, l'âge des flottes, par exemple. Donc il y a une connaissance de plus en plus affinée sur le fait que le renouvellement des flottes reste aujourd'hui un voire le levier majeur de décarbonation pour les opérateurs que sont par exemple les compagnies aériennes. Ça, c'est un point important parce que c'est connu et je pense que les annonces aussi qui sont faites par l'ensemble des opérateurs, elles visent aussi à associer, heu, les jeunes générations à cet engagement. C'est des investissements très, très forts, mais elles le font, à la fois bien sûr, pour, des enjeux, opérationnels, mais elles le font aussi de plus en plus, c'est-à-dire qu'elles avancent le renouvellement de leur flotte pour ces enjeux de décarbonation. Et là, on voit que ça résonne. Il y a des choses qui sont moins connues. Par exemple, tout ce qui est opération sol, l'électrification, des opérations sol, c'est moins connu alors que c'est un effet immédiat. Aujourd'hui, on a sur Roissy des touchés 100 électriques avec, transport
de passagers en bus, c'est du biogaz. Ensuite, on va avoir un loader qui va être 100% électrique, un élévateur pour les bagages et pour charger en soute les bagages 100% électrique, et puis un push-avion, là également, l'appareil qui va faire repousser l'avion au moment du départ, qui va être également 100% électrique. Ça, alors, c'est peu connu. Alors, c'est peu connu parce que d'abord c'est récent, hein, c'est pas, ça se met en place. Là aussi, c'est des investissements assez importants pour les acteurs, notamment aéroportuaires. Mais on voit qu'il y a un intérêt. On voit qu'il y a un intérêt. Lorsqu'il y a notamment également lors des opérations au sol, du roulage, des roulages à un seul moteur et que c'est annoncé dans les avions, on voit là aussi, dans les jeunes qu'on rencontre, on nous dit: ah bah tiens, j'ai pris l'avion, on nous a annoncé un roulage d'un seul moteur. Qu'est-ce que ça signifie? Quel est l'impact? Les descentes continuent. Voilà, donc on arrive à initier des questionnements. Donc je pense que le niveau de connaissance est encore complexe à intégrer parce qu'il y a une telle complexité, hein, c'est vrai, de l'ensemble de ces leviers. Pour autant, il y a un véritable intérêt. Et je pense que c'est une première étape de voir ces jeunes générations qui vont chercher en fait à comprendre ces fameux leviers. Merci. Est-ce que André Morin voulait prendre la parole? Lui apparaît à l'écran. Moi, j'ai quand même une parole désespérante parce que quand j'ai commencé à travailler, la Caravelle, elle bouffait 14 litres au 100 et au siège, 15 litres. On est tombé à 2 litres et demi. Si on était resté avec les mêmes fréquentations de transport aérien, qu'au temps de la Caravelle, effectivement, on aurait une sérieuse réduction du carbone. En fait, malheureusement, je m'aperçois que les gains techniques qu'on fait d'un côté, eh bien, ils ne se répercutent pas sur le total en gains sur la consommation de carburant, de fossiles, mais ils sont complètement bouffés par l'augmentation du trafic. Merci beaucoup André, c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger avec vous et merci pour votre regard. Je comprends parfaitement les points que vous venez d'évoquer. Je vais juste les reprendre peut-être un par un. L'augmentation du trafic, elle est vraiment réelle. Et en effet, elle peut sembler réduire à néant finalement les petits efforts que l'on fait. Alors, moi, je suis beaucoup plus optimiste que ça. Oui. Je voudrais ajouter quelque chose. On m'a présenté des chiffres il y a quelque temps qui m'ont époustouflé. C'était une répartition de but des voyages entre tourisme pur, amitié et famille et travail. Alors, toujours est-il que les chiffres que j'ai retenus, moi, c'est que près de la moitié des vols, c'est du tourisme, que c'est à peu près 30%, j'arrondis, hein, parce que c'est ce que j'ai regardé d'une planche qui m'est passée sous les yeux à toute vitesse. 30%, c'est de la famille, et des visites à la famille et des choses comme ça. Et il reste un petit 20% de professionnels. Moi, j'en étais complètement époustouflé. Qu'est-ce qui vous a étonné dans les chiffres? Eh bien, que le poids du tourisme. Pas le tourisme. En fait, pour moi, hein, si je peux me permettre, je pense qu'il y a, bon, en effet, on l'a mentionné tout à l'heure, une énorme augmentation du trafic aérien qui se situe d'ailleurs pas en Europe. Il faut être réaliste, elle se situe en Asie, plus 43% de voyageurs attendus en Chine dans les 10 prochaines années. On a l'Inde également. Et qui sont ces nouveaux voyageurs? Ce sont les classes moyennes qui émergent de ces pays, des gens qui n'avaient pas les moyens de voyager, qui découvrent le voyage et vous venez de le mentionner en effet, qui vont finalement aller voir de la famille, qui vont découvrir d'autres régions de leur pays. Souvent, on va dire, c'est du trafic national, même si les pays sont en distance de continent. Et c'est ce trafic-là qui, en effet, augmente considérablement. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. Et évidemment, quand on le ramène aux efforts faits, on a l'impression que finalement les efforts sont très minimes. Alors, le ratio est réel, c'est-à-dire que finalement, pourquoi il faut autant s'engager aujourd'hui pour la décarbonation si on a des avions qui sont toujours plus performants, des moteurs qui sont moins consommateurs? Mais c'est parce qu'en effet, on est rattrapé par le trafic. On est
totalement d'accord. Et ça peut en effet réduire cette vision d'impact. Pour autant, je pense qu'avec notamment l'IA qui arrive, et moi je suis quelqu'un de foncièrement optimiste et je pense que il est normal d'avoir en fait comment pourrais-je dire, une vision finalement qui va rester peut-être contrainte par les solutions technologiques aujourd'hui. Mais je reste persuadée qu'il sera possible dans les prochaines années d'avoir, voilà, je pense que c'est par escalier, comme ça, on va avoir un moment peut-être sur les SAF, peut-être sur autre chose, on va avoir un moment la capacité d'utiliser certains leviers de manière beaucoup plus forte. Les deux leviers qui sont aujourd'hui les deux leviers majeurs, hein, le renouvellement des flottes, ils sont quand même très engagés. C'est-à-dire que moi, je me souviens, le dernier salon du Bourget, j'ai été très surpris. Je croisais l'ancien patron de KLM qui était devenu le patron d'Indigo, qui était tout sourire. Et il me dit, je viens d'acheter 700 avions. 700, il vient d'acheter 700 Airbus. Et c'était juste incroyable. Alors, je pense qu'on a ces pays émergents qui achètent énormément de nouveaux avions. Et je pense que c'est un très bon signal parce que justement, c'est ce qui permet de décarboner aussi bien au départ qu'à l'arrivée. Ça décarbone partout. Et donc, on a ces pays qui vont émerger, ces nouveaux consommateurs, sont aussi en capacité, et on le voit avec l'Inde et la Chine, de se fournir auprès de flottes très récentes avec des motorisations qui consomment considérablement moins que les flottes d'il y a même 5 ou 10 ans. Ça, c'est pour mon retour sur l'augmentation du trafic. Mais la remarque était très pertinente et je vous en remercie, parce qu'il faut toujours le mettre en relation. Le deuxième point sur les petits avions, alors oui et non, parce que l'avion de l'aviation légère, je prends Explicit par exemple. Explicit, ça peut rester l'aviation légère, mais c'est surtout un avion qui va servir à former des pilotes. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de pilotes. Et donc, en fait, en aidant les aéroclubs à acquérir des avions qui peuvent augmenter le nombre de pilotes disponibles, on va accompagner aussi le secteur. Explicit les sièges. Je crois que Marc a déjà répondu. Je pense que les sièges explicites notamment, enfin, en tout cas ceux que j'ai vus, répondent à 100% aux normes de sécurité et elles sont juste en carbone avec des tubes creux. Enfin, c'est très légaux à un moment. C'est juste plus léger, mais plus léger de 7-8 kilos, quoi. Donc, c'est quand même plus léger que des sièges il y a 5-6 ans. Et d'ailleurs, ils vendent considérablement. On voit que les compagnies aériennes achètent. Ils ont des grosses commandes. C'est une start-up qui n'existait pas il y a 3-4 ans et qui aujourd'hui construit des nouvelles usines, enfin investit considérablement, et on voit qu'il y a des fonds qui les soutiennent. Donc je pense que c'est quand même aussi une solution qu'il faut garder en mémoire. Et puis sur la thématique donc d'optimisme, si je peux dire, moi je suis assez optimiste parce qu'évidemment on peut s'imaginer que voilà, que cette augmentation de trafic ne sera pas accompagnée. Et pour autant, on voit que des pays comme la Chine, qui sont quand même des grands pays, aujourd'hui, je pense notamment sur les SAF, aujourd'hui, elles construisent plus d'usines que l'Europe. Elles ont plus de biomasse d'UCO, donc d'huile usagée disponible. Et c'est des pays qui peut-être, on ne sait pas, mais peut-être seront demain, auront peut-être des capacités financières de décarboner et peut-être plus rapidement que l'Europe. Donc on voit que les pays émergents qui portent cette augmentation de trafic, elles ont aussi toute une dynamique de décarbonation qui est en place par l'achat de nouveaux avions, par le remplacement de nouvelles flottes, mais aussi par l'usage de carburants durables qu'elles développent dans leur pays. Merci Sandra. André Morin soulève une autre question intéressante qui est le recyclage des avions en fin de vie. Tu veux dire quelque chose là-dessus parce que c'est un sujet sur lequel effectivement… Oui, c'est un vrai sujet et ça pourrait tout à fait être une des prochaines rencontres territoriales. C'est-à-dire qu'on est en train de regarder les différents acteurs justement qui accompagnent la fin de vie des avions. Voilà. Et ce qui était intéressant chez Explicit, c'est qu'ils allaient chercher leur matière première
auprès notamment d'acteurs qui étaient sur la fin de vie des avions. Donc on avait une notion d'économie circulaire qui se mettait en place. Donc ça, c'est assez intéressant à voir. Marc, je ne sais pas si sur la fin de vie des avions, je pense que tu as plus d'informations que moi. Vous savez qu'on a le tarmac à Tarbes est un exemple de prise en compte du recyclage des avions. C'est-à-dire qu'à Tarbes, on arrive à recycler des avions à plus de 90% sous deux formes essentielles. Des matières premières comme l'aluminium qui est recyclé, mais aussi comme il y a une traçabilité très forte des équipements d'avion, on peut remettre en circuit un certain nombre d'équipements. Et donc avec ça, on arrive à recycler plus de 90% d'un avion aujourd'hui. Et puis il y a beaucoup de recherches en amont maintenant sur la conception des nouveaux avions, de manière à ce que la conception des nouveaux avions intègre la fin de vie et facilite le recyclage. C'est des questions qui sont transverses à l'ensemble de l'industrie, mais on veut maintenant assurer une durabilité sur l'ensemble du cycle de vie. C'est un sujet important, très important, et qui est pris en compte par notre industrie. Ça fait partie de l'ensemble des mesures à prendre pour rendre cette industrie durable. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Sandra? N'hésitez pas. L'auteur de tout ça, c'est pas l'avion, c'est pas l'avionneur, c'est le passager. L'auteur, le principal auteur qui peut décarboner, c'est le passager. Je veux dire, le siège, même s'ils ont gagné 7 kilos, c'est au détriment du confort. C'est sûr, ça. Non, je ne suis pas totalement d'accord. Parce que justement, quand on les a rencontrés... Moi, j'aimerais regarder... Non, mais c'est intéressant. J'ai vu des sièges civils, des sièges militaires, j'ai vu des essais au CEAT, tant qu'on en veut. Non, mais c'est intéressant, c'est très intéressant ce point, parce que justement, c'est un peu comme les SAF. Les SAF, ça ne fonctionne que si ça n'impacte pas les opérations. La masse embarquée, les sièges, elle va fonctionner que si elle n'impacte pas le confort. Les compagnies aériennes, elles vont quand même, dans un premier temps, aujourd'hui, prendre en compte les thématiques de confort et de service pour leurs clients, qui va toujours être très, très élevé dans les choix. Dans le cadre des sièges, ils ont fait un premier siège qui n'a pas marché, qui était vraiment léger, qui n'a pas marché. Il n'a pas marché parce que justement, il n'était pas confortable. Ils n'arrivaient pas à le vendre. Et ils ont rembourré. Ils ont perdu 1 kilo, je crois, ou 1,5 kg, mais ils sont arrivés à un niveau de confort qui était proche à 92% du siège classique. Et donc, on voit que, alors c'est là où c'est l'agilité des startups, elles sont en capacité, tout en début de production, justement, de repenser en permanence leurs produits par rapport au retour. Donc, il me semble que ça s'ajuste quand même relativement bien. C'est intéressant parce que même la SNCF les utilise, ces sièges. Oui. La SNCF les utilise parce qu'elle a besoin d'alléger en fait ces rames de train, pas pour les mêmes raisons, mais par exemple pour proposer du service, notamment du Wi-Fi. Et le poids du Wi-Fi à bord dans la SNCF ne permettait pas en fait l'usage de sièges trop lourds, et donc même SNCF a racheté des sièges plus légers. Donc en termes de confort, je pense qu'on est quand même sur des produits qui se rapprochent des standards de haut de gamme. Et d'ailleurs, ça a été acheté par des compagnies, des bonnes compagnies, des compagnies régulières, pas par des low cost sur lesquels on pourrait imaginer que le confort est un peu plus allégé. Non, mais c'est très bien. S'ils ont réussi, bravo, bravo, bravo. Ce que je veux dire surtout, c'est que deux choses. D'abord, quand même, il faut regarder un cycle de vie complet. C'est-à-dire, c'est pas simplement aujourd'hui, on est arrivé à refaire le même confort, mais s'il faut rhabiller le siège tous les ans, refaire la toile, c'est pas bon. Pour moi, le cycle de vie, c'est quand même l'élément important de la naissance à la mort et à la destruction. Bon. Deuxième chose, c'est que je reviens, le responsable de tout ça, c'est quand même le passager. Je voudrais vous citer un autre truc qui permet qui est bien connu pour faire gagner du carburant. C'est d'arrêter de faire des escales, des vols de 19h ou 18h. Le carburant que vous allez brûler dans le tour de piste final avant l'atterrissage, il a fait 15 000 km avec vous.
C'est pour dire que il est bien connu que les grands vols, eh ben, c'est pas les plus économiques. Hein, ça bouffe du pétrole. Et qu'est-ce que je vois? En ce moment, je regarde Flight Radar, hein, et je vois sur le Pacifique, là, des gens qui font des trucs de 15h, 16h, 17h. Je vois qu'on peut aller de chez nous j'y pense parce que l'autre jour, j'ai un petit-fils qui est allé travailler à Taïwan. C'est un vol de 15 heures, en moyenne, hein, parce que la différence entre l'aller et le retour, et ensuite avec les détours politiques actuels, eh ben, c'est 15 heures, grosso modo, c'est 15 heures. 15 heures de vol. Bon. Alors évidemment, c'est plus confortable que de s'arrêter, comme on faisait autrefois avec un DC-4, hein, en 20 étapes. Alors on ne va pas retomber aux 20 étapes du DC-4, mais c'est sûr que le vol de 15 heures direct, eh ben, il consomme plus que le vol en 3 étapes, etc. Et ça, c'est encore des demandes passagers. S'il y a mais non, mais c'est sûr que si les compagnies proposent ça, c'est qu'ils ont des gens à mettre dedans. Les compagnies, c'est pas des œuvres de bienfaisance. Donc, si elles font des vols comme ça, si elles réclament des vols comme ça, c'est parce qu'on met des gens dedans. Donc, s'il y a des gens dedans, eh ben, c'est eux c'est eux les principaux responsables. Et là, moi, je sens, enfin, encore une fois, je suis très vieux, j'ai 84 ans, hein, mais je suis un peu désespéré la tournure que prend la société, qui est de vouloir maintenir absolument le confort et au détriment de la pollution, du carburant consommé, etc. Voilà. Donc, alors, ça n'empêche pas de continuer à faire des efforts. Moi-même, vous voyez, si je vous écoute, c'est parce que je me sens motivé par la décarbonation. Ouais. Merci. Non, mais c'est extrêmement intéressant et merci beaucoup, André. C'est vraiment important. Mais je pense que, voilà, juste avant que vous partiez, je voulais aussi vous dire que tout ce qu'on évoque là, et je pense que ça doit faire partie de la réflexion globale, ne doit surtout pas réduire les réflexions autour de l'intermodalité, donc l'usage du train lorsque c'est possible sur l'Europe, une forme de sobriété dans certains cas. Donc, la réflexion de la sobriété, elle n'est pas à ressortir, hein, de sujet. Au contraire, elle est à prendre à bras le cœur pour essayer de comprendre comment on est en capacité d'être le plus sobre possible, tout en continuant à être capable d'aller à l'autre bout du monde pour à la fois pour du business, hein, ou pour des loisirs. Donc, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faudrait le voir, hein. J'ai une question là concernant justement le champ de l'observatoire. Les opérations aériennes ne sont pas vraiment dans le champ. Une autre question sur le contrôle aérien. Est-ce que le contrôle aérien est dans le champ aussi de l'observatoire ou non? Ouais, c'est une très bonne question. Donc, les opérations aériennes sont définitivement un des leviers, donc sont dans le champ de l'observatoire. Et Open Airlines propose un outil qui permet donc justement de suivre les opérations vol et éventuellement donc de les accompagner, notamment tout ce qui est descente continue, etc. Donc il y a ce sujet. Et puis bien sûr, c'est pris au niveau des autorités par tout ce qui est navigation aérienne. À ce stade, en termes d'acteurs, on a choisi, avec l'Observatoire, de se concentrer sur des jeunes pousses industrielles, je dirais. Mais il n'est pas exclu qu'on aille voir une solution particulière qui permette justement d'agir au niveau de la navigation aérienne. André a posé une question intéressante sur finalement la responsabilité des passagers. C'est vrai que la décarbonation fait intervenir tous les acteurs industriels, opérateurs et consommateurs. Il y a de plus en plus d'outils qui permettent aux passagers de faire des choix. L'Europe développe un label. Il y a des calculateurs qui répondent un petit peu aux préoccupations d'André Morin sur la façon d'évaluer l'impact et de choisir la meilleure solution. Est-ce que vous envisagez que l'Observatoire soit un relais pour permettre effectivement aux passagers
de voir quelles sont les solutions les plus avantageuses. Le passager peut aujourd'hui acheter son SAF aussi. Donc il y a plein de choses qui peuvent être dans le domaine du passager pour orienter ses choix et essayer de réduire lorsqu'il souhaite voyager, notamment tout à fait. son impact environnemental. Tout à fait. Est-ce que ça fait partie du champ de l'Observatoire? Alors, la réponse est non. Ça ne fait pas partie du champ aujourd'hui. La réflexion était intéressante. Après, il faut faire attention qu'on l'Observatoire n'ait pas d'enjeux commerciaux, c'est-à-dire que l'idée, c'est de parler de solutions, d'être dans des solutions, on va dire, génériques. Évidemment, on travaille avec certaines startups, certains acteurs, mais on ne fait pas la promotion, je dirais, de solutions particulières. Pour autant, on pourrait imaginer qu'une réflexion autour de ça, comme tu l'as très bien mentionné, par exemple, tous les vols de métropole, allez, on va dire un nom, sur Air France KLM, depuis 3 ans, sont entièrement compensés par la compagnie. Donc, tous les vols Paris-Toulouse ou Paris-Marseille ou Paris-Nice sont 100% compensés depuis maintenant 4-5 ans. Suivi par EasyJet qui a fait la même chose, suivi par d'autres. Donc, il y a une initiative des compagnies aériennes pour permettre aux passagers aussi de voler, on va dire, neutre en carbone. On peut aussi, comme tu l'as mentionné, acheter du SAF. Il y a plusieurs compagnies aériennes qui le font. La complexité, c'est que on ne sait pas comment est fait la comptabilité aujourd'hui. Il n'y a pas une transparence totale sur la comptabilité. Et donc, les outils se mettent en place, aussi bien au niveau des acteurs de l'énergie, de l'administration, puisqu'il y a des déclarations à faire, que des acteurs, des opérateurs, pour comprendre la traçabilité des SAF et qui peut revendiquer évidemment le gain de CO2. Donc il y a tout ce travail qui est en cours. Je pense qu'il faut vraiment qu'on réalise d'où on vient et où est-ce qu'on est aujourd'hui. Alors on peut avoir le sentiment qu'on a les pieds dans le sable et que voilà, on n'avance pas très vite. Mais il y a 10 ans, on n'avait pas ces avions, on n'avait pas d'usine de SAF qui se construisait, on connaissait peu les e-fuels, il n'existait absolument pas de réflexion autour des opérations, des descentes continues, ni rien. Et les passagers n'avaient aucune idée de ce qu'étaient les leviers de la décarbonation. Aujourd'hui, dans les avions, lorsque vous prenez l'avion, sur les grandes compagnies, c'est valable chez Lufthansa, je crois que c'est valable chez British, c'est valable chez Air France KLM, vous avez avant ou juste après les mesures de sécurité, un petit film qui vous connecte aussi à l'engagement citoyen et donc à la fois à ce que font les opérateurs et leur écosystème avec ces nouveaux avions, avec les SAF, avec tout ça, mais aussi à ce qui est possible de faire en tant qu'individu. Par exemple, avoir un bagage plus léger. Par exemple, accepter d'avoir une vaisselle qui n'est plus en porcelaine, mais en mélanine, qui est une matière similaire, par exemple. Accepter que la presse ne soit plus papier, mais qu'elle soit digitale, donc la digitalisation de la presse. Il y a toute une campagne de sensibilisation qui a été faite auprès des passagers pour qu'ils acceptent ce changement aussi de confort, quelque part, et qui permet d'agir, lui aussi, sur la consommation de kérosène. Très bien, merci Sandra. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, merci Sandra de nous avoir fait connaître vraiment l'Observatoire de l'aviation durable, qui est un sujet qui, on le voit, passionne beaucoup de monde. Donc, on aura certainement l'occasion de rediscuter tous ces sujets avec toi et de visiter. Je l'ai fait rapidement, mais je pense que ça vaut vraiment le coup de visiter le site de l'Observatoire, qui est plein effectivement d'informations, de sources très diverses, qui permet à chacun de s'exprimer dans la diversité des opinions sur ce sujet absolument stratégique de la décarbonation. L'Observatoire, je l'ai vu, représente effectivement des études et des opinions très variées, où chacun peut se faire une idée lui-même de l'état d'avancement et des projets en cours pour décarboner. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va conclure cette conférence en te remerciant et en indiquant à tout le monde qu'elle sera, si tu en es d'accord Sandra, visible sur le site et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup Marc, merci Yves et merci à tous les participants. J'étais extrêmement honorée de pouvoir partager avec vous l'avancée de cet observatoire et puis ma passion pour le sujet. Je pense qu'il faut bien sûr rester très humble parce que on reste un observatoire, mais c'est en même temps par la connaissance des choses qu'on arrive à construire un cap commun
et qu'on arrive à avancer. Donc, je pense qu'il faut s'engager tous ensemble pour continuer dans ce partage de connaissances. Et je vous remercie encore infiniment.